Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons donc, le thème de ce débat qui est plutôt une rencontre avec Barbara Hendricks, c'est donc la musique en partage, l'engagement d'une vie. La musique sera évidemment présente tout au long de cette rencontre, même si on n'en entendra pas du tout. Elle est bien entendu présente dans la vie de Barbara Hendricks, puisque déjà toute petite, comme elle va nous le raconter, elle a commencé à chanter très jeune dans l'église de son père. La musique en partage parce que, évidemment, la musique est quelque chose qui se partage. La vie d'un musicien est faite de partage vers vous, vers nous, vers les spectateurs, mais c'est aussi un partage avec les autres musiciens. Un musicien est rarement seul sur scène. Il a donc évidemment besoin de partager ses émotions et la communication autour de la musique avec les autres musiciens. L'engagement d'une vie,
la vie de Barbara Hendricks ne se résume pas à une vie de cantatrice, mais très tôt, elle s'est engagée pour d'autres choses. Elle s'est engagée à mettre son art, sa voix, au service d'une cause ou au service de multiples causes. Elle fut une des premières à être ambassadrice de bonne volonté pour le Haut Commissariat aux réfugiés pour les Nations Unies. Mais on verra que cet engagement va bien au-delà de tout ça. Mais bon, vous n'êtes pas là pour m'écouter moi, vous êtes là pour écouter Barbara Hendricks. Je voudrais d'abord vous poser une question ou aborder un peu une période de votre vie qui est votre enfance, jusqu'à jusqu'à vos 20 ans, jusqu'à votre choix de vie de musicienne. Vous êtes né donc à Stephens, dans l'Arkansas, aux États-Unis, de mère institutrice et de père pasteur. Depuis les premières notes que vous avez pu entendre ou que vous avez pu chanter jusqu'à vos études en sciences, en mathématiques et en chimie, puis vos études de musique à la Juilliard School, quels sont les éléments de votre enfance qui vous ont marqué, qui ont forgé votre caractère? Voilà, ça c'est quoi, 6 chapitres dans le livre. Bon, je crois que le fait que je commençais à chanter aussitôt que je pouvais pousser un cri, et que je chantais d'abord les chants des Negro Spirituals, les chants des esclaves dans l'église de mon père. Et je crois qu'un peu dans cette musique, que j'ai un peu appris notre histoire, mon histoire, moi, je crois que les batailles, les souffrances des esclaves, dans cette musique. Et peut-être pour cette raison que je suis juste née un peu battante, l'idée de l'injustice est quelque chose que j'ai reconnu très très jeune. Moi, je crois que peut-être que c'est quelque chose que tous les enfants ils ont un sens de quand nous sommes les adultes, surtout quand nous sommes injustes, quand nous sommes justes. Mais pour moi, c'était très important de dire quand je trouvais quelque chose qui était injuste, quand mon père était injuste envers mes frères qui étaient plus jeunes que moi. Et je ne peux pas dire exactement ce qui a formé la personne que je suis devenue, l'adulte que je suis, mais je dis déjà enfant, il avait un sens de la musique et l'importance de la musique et cet sentiment de l'importance de la justice. Il faut dire que moi, je suis née aux États-Unis dans la même année que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je suis née quelques jours, 20 jours avant, à une époque où aux États-Unis, on avait quelque chose, surtout dans le Sud, qui s'appelait les Jim Crow Laws, qui ne me donnaient pas les droits de toutes les autres filles nées en même temps, les filles blanches nées en même temps que moi. Je dis que mes parents n'étaient certainement pas conscients de cette déclaration qui était faite à San Francisco après ma naissance. Mais les lois de Jim Crow, ils étaient vraiment conscients parce que c'était les lois qui un peu contrôlaient leur vie, de où ils pouvaient aller, même s'ils pouvaient boire de l'eau dans une fontaine. Et ça, je sens, tu vois, ce lien avec cette déclaration et moi, née dans la même année, quelque chose de très fort. Moi, j'ai découvert la déclaration beaucoup plus tard dans ma vie. Mais quelque part, après avoir travaillé avec les réfugiés, quand je commençais à apprendre vraiment la situation des réfugiés et notre tâche au HCR de les protéger, j'ai réalisé que moi, je suis née réfugiée dans mon propre pays, parce que je suis née sans la protection du pays que tous les autres citoyens avaient. Je ne peux pas dire si ça a quelque chose formé mon caractère, mais je crois que je suis née avec un caractère de quelqu'un qui n'est pas facile, toujours, gentil, souriant, mais pas toujours facile, exigeant, rigoureuse. Mais le fait d'avoir la musique
à côté de tout ça, je dis, moi j'étais un enfant très heureuse, joyeuse, mais j'ai senti qu'il est très jeune, il a quelque chose qui ne va pas. C'était un peu comme une sorte de nuage qui venait. Et des fois, j'ai entendu les parties de conversation des adultes. Il avait quelque chose d'inquiétant. Et je crois que c'était à l'âge de 8 ans que j'ai un peu réalisé et que j'ai vu les visages de cette angoisse que j'avais de temps en temps. Et c'était au moment de la déségrégation des écoles à Little Rock, Arkansas, le 4 septembre 1957. Et là, j'ai réalisé, je ne suis pas comme les autres. Ils ont des autres lois pour les autres et pour une raison ou une autre que je ne peux pas comprendre, il y a certains d'eux qui peuvent me tuer, ma vie n'est pas en sécurité. Mais bon, je continuais ma vie, j'étais plus ou moins protégée entre l'église de mon père et l'école où ma mère était institutrice. Mais j'étais témoin de la lutte pour les droits civiques qui était menée par Martin Luther King. Et je crois bien sûr que le fait de voir ça et même que je ne pouvais pas participer m'a beaucoup formée. Mais m'a formée dans un sens très positif, d'être battant. Je crois je veux dire que quand on est dans une situation de difficulté, qu'il a quelque chose de très positif d'avoir besoin de lutter pour quelque chose. Et que je peux voir que la génération après moi qui cherche quelque chose pour lutter dans leur vie, que c'est là, j'avais l'embarras du choix. Mais ça m'a beaucoup formée, cette jeunesse. Mais bon, est-ce que certainement j'ai couvert les 5 prochaines questions que tu... Non, non. Vous avez... Vous avez... Quand est-ce que vous avez pris conscience, en fait, de la place que vous vouliez donner à la musique dans votre vie, quand vous étiez enfant? Moi, en partant la musique comme quelque chose qu'on partage, c'était vraiment très jeune, parce que, bon, je me souviens de... tous les étés, nous sommes retournés dans vraiment le petit bled d'où mon père est venu, parce qu'il avait une petite église vraiment au milieu de rien du tout, où il avait une semaine de revival. Et c'était une sorte de homecoming aussi pour les gens qui sont allés dans les grandes villes travailler. Mes souvenirs de chants dans cette église, c'était pas accompagné, c'était très spontané. Ce partage-là, c'est quelque chose qui était très, très fort et que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui se passe en chantant ensemble. Des gens qui avaient des vies très difficiles, dans les conditions aussi difficiles et dangereuses des fois. Mais en chantant ensemble, la force, la joie, mais surtout le partage était quelque chose de très important. Et pourquoi est-ce qu'après, vous avez fait des études de sciences, de mathématiques et de chimie alors? Parce que très jeune, j'étais très intelligente. Non, mais j'étais douée, mais j'ai trouvé une beauté dans la mathématique. Peut-être je trouvais aussi une sorte de sécurité dans la mathématique qu'on avait étudiée à l'école, qui était assez simple. Mais pour moi, j'avais essayé d'expliquer ça à mes enfants. Ils n'ont jamais vu ça comme moi, que la mathématique, il a une beauté dedans. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Et c'était pas difficile pour mes parents et mes professeurs de me guider dans cette direction, parce que c'était pas contre mon gré. Mais
Mais j'avais toujours la musique à côté. Mais la musique, surtout une profession, sauf d'être peut-être professeur de musique à l'école, mais d'être sur la scène, c'était quelque chose, ça appartenait pas du tout à nos rêves. Ça n'existait pas pour moi. Et moi, j'étais tellement contente de chanter à l'école, dans le chœur de l'école ou à l'église. C'était évident que j'avais un talent qui n'était pas comme les autres, parce que c'était toujours à moi qu'ils ont demandé de chanter pour les mariages, mais plutôt pour les funérailles. Je fais beaucoup de funérailles. Mais mon père m'a demandé parce que c'était ça que je faisais, parce que jamais il m'a dit « Ah oui, tu sais, tu chantes bien, c'est fantastique ». Non, parce que ça, c'était vraiment de me pousser vers des péchés d'orgueil qui étaient vraiment inacceptés. Mais je crois que c'était en effet ces moments de partage, de joie enfant, de chanter qui j'ai la chance de toujours avoir, après presque 40 ans de carrière, que quand je monte sur scène, j'ai toujours cette joie de partager la musique que j'aime avec les autres. Vous, au terme de vos études, que vous terminez... Vous oui, bien sûr. Ah, il ne se présentait pas. C'est Olivier Vagneux qui est mon... j'ai un label, mon propre label de disque. Je dis, c'est pas une maison de disque, c'est plutôt un hut, quoi. Et voilà, c'était l'autre partie. Je me suis le premier étage et lui, il est de rez-de-chaussée, quoi. C'est ma maison de disque. C'est mieux dans ce sens-là. Et voilà, c'est pour ça que nous sommes à la Sorbonne. Donc on se connaît quand même un petit peu. Oui, nous sommes à la Sorbonne, mais tu peux me dire tu. Non, on va rester très formel. C'est la Sorbonne. Je vais essayer de ne pas faire quelque chose de direct, alors. Au terme des études de sciences, il y a une rencontre très importante qui se passe avec Jenny Tourelle, qui sera le seul professeur de votre ta carrière, de votre ta formation. Après ça, vont commencer toute une série de ce qu'on appelle les débuts ou les premières. Tu vas chanter partout en France, sur les plus grandes scènes, le Met, la Scala, l'Opéra de Paris. Premier récital ici à Paris en 73, salle Gaveau. Et puis la rencontre des plus grands orchestres, des plus grands chefs, des plus grands musiciens de musique de chambre également. Quelles ont été les rencontres déterminantes? Quels sont les personnages, que ce soit au niveau humain ou au niveau musical, qui ont vraiment marqué la carrière ou la vie? Mais je crois qu'avant de commencer avec la carrière, il faut que peut-être je les emmène depuis l'église de mon père et l'école jusqu'à comment je suis arrivée là. Je faisais mes études à l'université. J'étais à l'université à Lincoln, Nebraska, et j'avais décidé de choisir de faire des leçons de chant juste pour m'amuser. Et il avait une des filles qui travaillait avec ce même professeur qui allait s'inscrire dans un concours pour le Metropolitan Opera. Il avait 3 étapes. Il avait une étape qui était pour l'État de Nebraska, et après un régional, et après à New York. Et bon, je faisais ça juste pour m'amuser, mais moi, je gagnais. Et j'étais la seule qui n'étudiait pas la musique, et ça, c'était vraiment un choc pour tous les jeunes, surtout pour les musiciens. Et je suis allée à Minneapolis, Minnesota, pour le deuxième étape. Et là, heureusement, je n'ai pas gagné parce que vraiment, je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais j'étais remarquée, j'ai encore le papier du juge qui avait dit, parce que moi, j'ai tout appris d'un disque de Leontyne Price, les airs de Puccini. Et ils ont dit, une belle voix, aussi l'émotion est là, mais qu'est-ce qu'elle avait chanté comme langue? Mais après, il avait un monsieur de l'université qui m'a proposé d'aller à Aspen, Colorado, où il y avait une académie et festival de musique pour étudier la musique pendant l'été. Et
j'avais aussi de mon professeur de chimie organique une proposition d'aller dans l'université de North Dakota ou South Dakota, je ne me souviens plus parce que je les mélange, pour faire quelque chose qui s'appelait Complex Ion Substitution. La recherche pendant l'été. Je me dis, Aspen, Colorado, ça sera plus drôle. Mais ce n'était pas l'Aspen, Colorado aujourd'hui, avec le jet set, c'était plutôt plein de hippies à l'époque, mais la grandeur et la beauté des montagnes était le même. Et là, ils ont choisi pour moi un professeur de chant qui s'appelait Jenny Turrell. Je n'ai jamais entendu de cette dame. Mais depuis notre première leçon, j'ai réalisé qu'il a quelque chose ici. Et à la fin des 9 semaines où j'étais entourée par la musique classique, la musique de chambre, qui est toujours mon premier amour, la musique orchestrale, où mon professeur avait chanté dans la deuxième symphonie de Mahler, et j'étais dans le chœur. À la fin des 9 semaines, elle m'a dit, vous avez beaucoup de talent et si vous avez envie de continuer, je vous accepte comme élève à la Juilliard School. Mais je devais d'abord m'inscrire et être acceptée à l'école. Et c'était le moment où ma vie avait vraiment fait un virage total. J'avais encore une année à l'université, mais comme je suis quelqu'un de pratique, je suis retournée à l'université pour terminer parce que je voulais avoir mon diplôme en main. Et je téléphonais à mon père pour lui dire. Il a dit, bon, il faut venir à la maison pour discuter. Je lui ai dit, mais papa, je suis désolée, il n'y a pas de discussion. Je vous téléphoner pour vous informer de ce que je vais faire. Oui, je sais, mon pauvre père. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la Juilliard School une année après pour commencer mes études avec Jenny Turrell. Et ce rencontre était quelque chose, je peux dire que je ne serais pas là aujourd'hui sans avoir rencontré cette dame. Parce que même un peu rebelle contre mon père et tout, c'est parce qu'il était très strict de cette enfance protestante, work ethic, qui, quelque part, j'ai gardé beaucoup de ça en moi et j'avais besoin d'un pourquoi. Pourquoi faire ça? D'abord parce que j'aimais beaucoup, j'aimais chanter, c'était un plaisir pour moi. Et je dis, mais il faut faire quelque chose qui donne quelque chose, qui redonne quelque chose à la société. Moi, je devais être médecin, même professeur. Mais en travaillant avec Jenny Turrell, en regardant, parce qu'elle chantait toujours, j'ai réalisé que, voilà, d'abord qu'elle était une très, très grande artiste, mais elle était une vraie artiste. Et elle était pour moi ma définition d'un artiste, qui est quelqu'un qui se met toujours à la service de son art, qui se met derrière le compositeur. Et je dis, mais voilà, c'est quelque chose de noble. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à réaliser l'importance de la culture pour l'être humain. Je dis, mais c'est aussi important que l'air qu'on respire. Et d'être un artiste, de vouloir être un artiste, c'est être à la service de quelque chose qui est absolument nécessaire pour nous. Et là, j'ai un peu trouvé une raison d'être, une raison de faire ce métier. Et j'avais décidé, moi, je vais être, pas elle, mais je vais suivre son exemple. Je vais être une musicienne. Je vais être totalement à la service de la musique et de mon talent. C'est comme ça que je suis arrivée ici. Et j'ai eu la chance aussi, après ce rencontre, de travailler avec les plus grands chefs de mon époque. Et je dis, ils restent toujours au sommet aujourd'hui, parce que ce sont les gens d'un autre temps, quand les gens voyageaient en bateau pour aller de l'Europe, et qui aussi devenaient artistes. On dirigeait pas, on n'était pas le chef d'un grand orchestre à l'âge de 25 ans. Karajan, parmi les chefs qui m'ont beaucoup soutenu, il avait
3 grands chefs dans ma vie. Il y a beaucoup de grands chefs avec qui j'ai eu la chance de travailler, mais 3 qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé dans mon évolution comme artiste. Parce que Jenny Turrell, elle est morte l'année où j'ai terminé mes études à la Juilliard School. Et là, je me suis trouvée orpheline, je n'avais personne. Et bon, je cherchais un peu dans les chefs d'orchestre. Mais avec chaque... Il avait Giulini aussi. Il avait Karajan, qui était... lui, qui est un sorte de sculpteur, coloriste de la musique, aussi dans les dynamiques, l'importance de la dynamique dans la musique. Il avait Leonard Bernstein, qui était aussi un ami très proche de Jenny Turrell, et il était un peu le lien avec elle pour moi. Mais aussi son énergie, son intelligence, c'était les choses qu'il m'a données. Et après, il avait le grand Carlo Maria Giulini, qui m'a donné aussi un aspect spirituel de l'artiste. Voilà, il a d'autres grands artistes avec qui je travaillais, mais les 3 sont vraiment qui m'ont aidé de réaliser qu'à un moment donné, je devais arrêter de chercher un nouveau maître, l'élève devait devenir son propre maître et avoir la même exigence que Jenny Turrell avait pour moi. C'était pas facile, parce qu'il y avait des moments où je me sentais vraiment seule, j'avais des doutes. Je me demandais est-ce que je ne devais pas faire un peu comme les autres, parce qu'à l'époque, c'était très à la mode, bon, je crois qu'aujourd'hui encore, de commencer la carrière et d'avoir déjà une agence presse. Je dis, mais press relations, je dis, mais j'ai rien à dire, je viens de commencer. Et je dis, mais même si j'avais quelque chose à dire, personne ne voulait écouter. Je dis, pourquoi je dois dépenser de l'argent pour ça? C'était mes agents qui l'ont dit, non, mais il faut avoir quelqu'un. Je dis, mais pour la première fois, depuis que je suis arrivée à New York, je peux payer le loyer à temps. Et je dis, je ne vais pas dépenser de l'argent pour avoir quelqu'un qui... Mais des fois, je me posais la question, mais peut-être je dois le faire. Voilà. Mais il y a quelque chose que Jenny Turrell qui m'a dit. Il a dit, il faut regarder devant le but que tu as pour toi-même. Et être un peu comme ça. Et d'aller vers ça, de ne pas écouter. Elle m'a dit, il y a des gens qui vont dire, ah oui, la voix est petite, la voix est grande, la voix est ça. Il a dit, non, il a que toi qui sais ce qu'il faut faire. Et bien sûr, il faut avoir autour des gens qui peuvent te dire la vérité, c'est absolument nécessaire. Mais pas écouter tout le bruit, de laisser tout le bruit derrière. C'était vraiment fantastique parce que ça m'a vraiment donné une base. Et dans les moments de difficulté, dans les moments de doute surtout, j'ai pu dire non, il faut que je continue sur mon chemin. Je crois que c'est pourquoi mes mémoires s'appellent Ma voix avec un E à la fin, pas avec un X à la fin. Voilà. Je sais qu'il va y avoir d'autres questions que les étudiants vont poser par rapport à la vie de musicien, par rapport à la carrière, par rapport à la voix, par rapport au fait de faire du jazz, aussi bien que de l'opéra et de la mélodie. Je voulais aborder un autre point qui est l'engagement. Vous avez eu vous avez eu toute une série d'engagements qui ont été faits, et un des premiers est en 87, le fait de devenir ambassadrice de bonne volonté pour le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a d'autres choses évidemment qui ont marqué vos engagements, notamment les concerts en ex-Yougoslavie, en guerre, le fait que vous avez créé une fondation aussi en 98. Mais d'abord, comment est née cette collaboration avec le HCR, et est-ce que c'est votre premier engagement public et structuré? Oui, moi, je veux dire que non, mais j'avais fait des tout petites choses. Quand j'ai d'abord étudiante, je luttais pour les droits de femmes, comme toutes les autres jeunes femmes de mon âge, et aussi manifesté contre la guerre en Vietnam.
Mais je peux dire qu'après l'assassination de Robert Kennedy, qui était le troisième après son frère et Martin Luther King. Robert Kennedy, qui était ministre de la Justice. Oui, qui était aussi candidat à la présidence. Et je dis, bon, la politique, c'est pas pour moi, je laisse ça, parce que j'étais vraiment trop blessée dans tous mes espoirs pour la politique. Et je commençais de soutenir les organisations, je dis en privé, comme Amnesty International. J'avais fait un concert ici à la salle Gaveau avec Michel Berhoff, je me souviens. Je ne sais pas quelle année où j'étais éditrice de l'édition de Noël. Ceux qui ont un certain âge se souviennent que Vogue avait une édition à Noël, 2 mois, avec un éditeur, du guest éditeur, ouais. C'était moi. Rédacteur en chef et dans cette édition, j'avais écrit une lettre dans une forme d'une lettre de Amnesty pour une dame en Afrique du Sud. J'avais écrit une lettre à le président de Clerc. Et je me souviens qu'il avait un peu de discussion à Vogue parce qu'il trouvait ça un peu trop politique. Mais le directeur, parce que la dame avec qui je travaillais a dit « Ah oui, il avait décidé de pas utiliser ça parce qu'il a dit c'est pas pour Vogue ». Mais comme il n'osait pas me dire, parce qu'elle avait dit « Bon, je ne le dis pas ». Si vous ne le dites pas, il faut que vous le dites à elle. Et bon, qu'on a eu notre rendez-vous pour la fin, pour approuver tout, il ne m'a rien dit. Et c'était formidable parce que l'année d'après, l'éditeur était le Dalai Lama. Et ça a changé un peu l'idée d'être impliqué dans des choses qui étaient un peu politiques. Mais je ne sais pas si c'était la raison que l'HCR est venu me chercher. Je sais, l'HCR, c'était une organisation qui avait un mandat de 3 ans pour s'occuper des réfugiés après la Deuxième Guerre mondiale. Je veux dire les réfugiés européens. Dans les années 80, mais aussi c'est une organisation qui était soutenue totalement par les gouvernements membres de l'ONU. Beaucoup de gouvernements avaient commencé à diminuer le soutien au HCR. Et je crois qu'il y a certains gens au HCR qui avaient décidé de suivre l'exemple du UNICEF, qui avait des ambassadeurs pour aller vers le public, vers l'opinion publique. Je ne peux pas dire pourquoi ils m'ont choisi, mais j'avais une réunion en Suisse avec un monsieur Léon Davidshaw qui m'a proposé de travailler pour eux. Et moi, j'ai lu tous les papiers, les dossiers qu'ils m'avaient donnés. Et je lui dis, voilà, peut-être ça peut être vraiment une possibilité pour moi de mettre en œuvre ce que je crois dans les droits de l'homme. Parce qu'en être témoignage de les droits pour la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, et aussi en essayant de lutter moi-même comme étudiant, c'est une époque où il y avait beaucoup d'organisations, de groupes de gens qui luttaient pour leurs droits. Et je dis, mais si on continue chacun dans son coin de lutter, nous serons toujours dans une situation de conflit. Parce que ça veut dire que celui qui est le plus fort va gagner, mais il y aura toujours qui sera perdant. Et c'est là où je trouvais, dans la Déclaration universelle des droits humains, la possibilité pour tout le monde d'être inclus. Et là, je dis, voilà, le travail avec les réfugiés représente vraiment un travail pour les droits humains. J'ai reçu cette première année une copie de la déclaration. Et j'ai toujours une déclaration avec moi. Et même la personne qui a mon sac à main, il a dedans, j'ai la déclaration. Je l'ai toujours sur moi. Parce que je crois qu'il a, c'est un endroit, c'est très petit. Mais on peut se trouver chacun en sa valeur dans cette déclaration. Et là, je commençais à travailler avec l'HCR. Je dis, voilà, mais je demande une certaine indépendance, que je dis ce que je pense.
qui, voilà, bien sûr, je vous écoute, ce que vous... Mais quand je vois quelque chose, j'aurai l'indépendance de le dire. Et ça marchait très bien parce que des fois, ils avaient des choses qu'ils voulaient que quelqu'un le dise et eux, ils ne pouvaient pas. Et moi, j'étais ravie de pouvoir dire des choses qui étaient les vérités de la situation, mais qui, quand on est diplomate, c'est difficile de dire. Chaque année, mais c'était pas facile d'être... parce que la moitié de l'organisation était un peu contre, parce que nous sommes une organisation d'urgence. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps, pendant l'urgence, de s'occuper d'un diva d'opéra qui vient dans un camp de réfugiés. Ils ne voulaient pas ça. Heureusement, une des personnes qui était contre à l'époque, qui est devenu un de mes meilleurs amis, qui est Sergio Vieira de Mello, il est venu pour un concert que j'avais organisé pour le 40e anniversaire et je parlais des réfugiés et je chantais Mozart parce qu'il aimait Mozart. Je ne sais pas si c'est ce que mon engagement qui l'avait touché le plus ou si c'était les airs de Mozart, mais en tout cas il est devenu vraiment un de mes plus grands soutiens à l'organisation. Parce que quand moi, je vais dans un camp de réfugiés, je sais que je ne peux pas être vraiment une autre difficulté pour les gens qui sont là en train de travailler dans une urgence. Pendant le temps que j'étais là, c'était pas toujours facile parce que quand on fait une campagne pour quelque chose, moi j'avais essayé d'organiser quelque chose après en Bosnie, à la fin des conflits, ensemble avec UNESCO et l'HCR, on allait faire des centres culturels dans les zones qui étaient un peu neutres parce que les communautés étaient séparées. Tout ça a réussi. Le ethnic cleansing, c'était une réussite totale. Et bon, on avait décidé si on pouvait avoir une bibliothèque qui était sponsorisée par UNESCO et l'HCR qui s'occupait des gens qui retournaient dans leur communauté de trouver de logement ou de retourner chez eux ou de retrouver ailleurs. Et bon, on a eu une grande réunion, pas une grande réunion, mais une réunion à Sarajevo. On avait décidé, voilà, on va commencer ce projet. Moi, je suis partie, quand je suis partie de Sarajevo, le lendemain, il avait commencé le bombardement de Kosovo. Et je veux dire que quand ça a terminé, j'ai essayé de reprendre le projet, mais le représentant de HCR, il était ailleurs. Le directeur général, le secrétaire général de UNESCO avait terminé son mandat. Et c'était un peu difficile parce que nous sommes toujours en urgence. Mais quand même, je ne pouvais pas arrêter. Je ne pouvais pas arrêter à cause des réfugiés eux-mêmes. Parce que 80% des réfugiés sont des femmes et des enfants. Et c'est surtout les femmes qui m'ont inspiré de continuer ce travail, même quand les relations avec Genève étaient un peu difficiles parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils ne voulaient pas donner les moyens pour faire quelque chose. Je ne pouvais pas oublier des réfugiés. Et je crois qu'il a une image que je retiens toujours. C'était un réfugié de Rwanda. Et j'étais dans un centre pour les enfants qui étaient malnutrition. Malnourris, c'est vrai? C'est ça, non? Bon. OK. Là, on voit, et l'infirmière m'a dit, vous pouvez voir, l'enfant qui semble le plus faible n'est pas nécessairement celui qui ne va pas résister. Mais il a dit, mais il faut regarder les yeux. S'il n'a rien dans les yeux, c'est foutu. Et de voir une mère avec un enfant dans ses bras, elle allaitait un bébé, elle avait l'autre enfant près d'elle, elle savait que le plus grand
n'allait pas vivre longtemps. Et de voir que quand même, elle avait besoin de trouver la force pour le bébé qu'elle avait. Je dis, voilà, c'était... Elle ne peut pas, elle n'a pas le luxe de dire, voilà, je ne peux plus. Et moi non plus. Et c'est pour cette raison que je suis restée. C'est un combat que vous menez maintenant depuis 25 ans. Quel est votre combat actuel ou quel est le message que vous faites passer actuellement pour les réfugiés? Je sais que vous avez été récemment au Mali et dans la région Burkina Faso. C'était les réfugiés de Mali. Et moi, je suis allée d'abord à Ouagadougou parce que ils ont un festival de films des droits humains. Et ma fondation donne un prix dans le nom de la mère de Serge Oviel de Melo, qui était étudiant ici d'ailleurs. La dernière fois que j'étais ici, c'était de faire, ça faisait partie d'un film qui était un hommage à lui parce qu'il était tué dans l'attentat de l'ONU à Bagdad, il a presque 10 ans. Ma fondation donne un prix dans le nom de sa mère, Gilles de Vierre de Melo, en hommage de son fils, au festival de musique de film des droits humains à Genève, dont Serge et moi étaient marrains et parrains. Il a 11 ans. Et j'avais décidé de donner à un autre festival. Mais je dis, mais peut-être il faut que j'aille voir que c'est un vrai festival, qu'il existe, que on ne voit pas l'argent. Et là, c'était formidable. Et je téléphonais à HCR, je dis, mais vous savez, moi je vais à Ouagadougou, et moi je vois que vous avez des réfugiés dans le nord du pays. Moi je peux partir quelques jours plus tôt pour aller visiter les camps là. Et là, c'est ça que j'ai fait, c'était au mois de juillet. Et là où on se trouvait dans une situation de sécheresse, de problème, pénurie de nourriture pour les gens de Burkina Faso, mais encore plus difficile pour les réfugiés. Et le problème, c'est qu'on avait fait un appel à HCR et qu'on avait reçu juste un tiers de l'argent qu'on a besoin. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas lui donner aux gens l'eau qu'ils ont besoin pour une journée. Et c'est pour ça que moi, je parle de ça. J'avais écrit un article dans Le Monde. Mais on a malheureusement comme un embarras de choix, des problèmes. Mais je crois qu'ici, j'avais un journaliste qui m'a demandé si j'étais désespérée parce que le monde a l'air de ne pas s'améliorer. Mais je crois que ma récompense, il y en aura, ce ne sera pas de voir la fin de l'histoire. C'est de mettre le pied chaque fois, de continuer un pied devant l'autre et de continuer de lutter. Pas de voir que maintenant je fais ça, maintenant c'est la paix, ah oui, ça sera formidable. Mais nous, les êtres humains, ne sommes pas si simples. Il faut aussi avoir un peu de patience. La démocratie n'était pas faite dans un mois, dans 3 mois, et même dans nos pays, soi-disant démocratiques, on a nos problèmes. Je ne sais pas si vous regardez un peu ce qui se passe aux États-Unis, qui vous donne l'exemple, la démocratie, où les gens ont les mêmes problèmes que moi, j'avais eu enfant, pour voter dans cette élection dans 2 semaines. Voilà, la démocratie, c'est un processus. Je crois qu'on n'arrive jamais à la perfection. C'est comme l'art. Mais il faut toujours aller, comme Jenny Turrell a dit, les étoiles sont là. Tu ne vas jamais l'éteindre, mais il faut toujours aller vers l'étoile. Et c'est la même chose, je crois, que pour la démocratie, pour tout ce qu'on fait, être humain, on n'arrivera jamais à la perfection. Sinon, c'est la mort. Mais il faut toujours continuer de lutter et d'aller en avant et de jamais perdre l'espoir. On va...
On va passer maintenant aux questions des étudiantes, si vous voulez bien. Donc, je vais laisser le micro. Merci. Bonjour, Madame Hendricks. Je suis Maria de l'École normale de musique et j'ai une petite question pour vous. Vous êtes quelqu'un de curieuse et c'est peut-être cette curiosité qui vous a amené à visiter des autres styles de musique, notamment le jazz. Comment vivez-vous ce partage intérieur et vocal entre deux styles et deux techniques différents, tels que le lyrique et le jazz? Merci. Je crois que les différents styles de musique, pour moi, c'est comme les langues. Je suis fascinée par les langues. Je suis fascinée d'apprendre la langue d'un compositeur. Et c'est exactement la même chose pour faire le jazz, pour faire d'autres styles de musique. C'est parce que j'ai envie de savoir, de connaître et de pouvoir, je dis, mettre en avant le langage d'un compositeur ou d'un style de musique. Ça veut dire que, bien sûr, la voix change, mais c'est la même chose en parlant. Quand je m'entends, quand j'écoute quelque chose, une interview que j'avais fait en anglais ou en français ou suédois, la voix est différente. Mais je ne change pas ma voix, mais ça change, ça adapte à la langue. Et c'est la même chose que j'ai fait avec les différents styles de musique. Mais même dans la musique classique, il a une différence entre le langage de Fauré et le langage de Debussy, même qu'ils sont très proches de Schubert et de Schumann, Mozart et Haydn. Voilà, de trouver le style de Duke Ellington. Maintenant, le programme que je fais, c'est un programme de blues. Je crois que c'est l'envie de parler vraiment le langage du style et pas d'imposer ma voix sur le style de la musique. Oui. Ah, d'accord. Merci. Et croyez-vous qu'une voix puisse se partager donc entre différents styles et techniques tout en gardant une bonne santé? En gardant une bonne santé, si pour une voix est possible d'être partagée en différents styles? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus exigeantes pour la voix? Est-ce qu'un style est plus exigeant qu'un autre? Moi, vous parlez un peu plus de jazz et de... Ah oui, oui, mais c'est arrivé. Je crois qu'à un moment de mon évolution vocale, je ne crois pas que je peux chanter ce que je chante en jazz. Aujourd'hui, je n'aurais pas pu le faire il y a 20 ans. Parce que j'utilise beaucoup plus la partie de médium et grave de ma voix. Et à 30 ans, c'était presque inexistant, le grave de la voix. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux utiliser et aller entre les deux styles, entre un concert de jazz et un concert classique. Mais j'ai réalisé qu'une fois, j'avais fait les 4 derniers livres de Strauss, un récital, un concert de jazz, et c'était dans une période de 1 semaine et demie. Et ça, c'était difficile, mais à la fin, j'étais fatiguée. J'ai dit, mais non, il faut avoir un peu plus de temps entre les deux, de changer pour changer le hard disk. Ouais. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Question. Bonjour Madame Hendricks. Oui. Je suis Sylvie, en formation continue au CELSA. Où puisez-vous la force et l'énergie qui vous animent? Vous paraissez inépuisable. Est-ce qu'il y a un secret? Je suis un lève-tôt, moi. Non, mais c'est vrai. Mais je me lève des fois avant 6 heures. Hein. Je suis un lève-tôt, mais qui est difficile pour ce métier parce que je ne suis pas quelqu'un je suis matinale et les jours de concert, je dois faire une sieste pour pouvoir tenir jusqu'à 10 heures. Est-ce que vous vous ressourcez dans la nature? Oh oui, la nature est quelque chose de très important. J'ai envie d'être dans la nature, aussi du silence.
Mais aussi en pensant de votre question, je crois que s'il y a quelque chose vraiment qui est vraiment une source pour moi, c'est l'amour. Entourer de l'amour, une famille, mes enfants, mon mari. Oui, c'est très important pour me donner cette joie de vivre, cette envie de me lever tôt le matin. Oui. Bonjour Madame Hendrix. Je suis Augustin Chemel, je suis étudiant au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, en chant. Et donc, je voulais vous poser une question plus par rapport à l'opéra, justement. Une mode de plus en plus répandue chez les artistes lyriques consiste à se dire comédien avant d'être chanteur, comme Nathalie Dessay, Isabelle Drouet. Qu'en pensez-vous? Et comment abordez-vous le travail d'un rôle d'opéra? Moi je ne suis pas critique, mais je crois qu'il faut... Moi, j'avais essayé toujours d'avoir un très bon équilibre entre le jeu et le chant. Mais un opéra, ce n'est pas une pièce de théâtre. Il faut d'abord avoir l'instrument. Et l'instrument doit être au service du jeu. Mais si l'instrument n'est pas solide, on peut avoir des problèmes. Il faut absolument jouer le personnage. Mais moi, je trouve ça dans les paroles, le mariage entre les paroles et la musique, d'abord. Moi, je crois qu'en jouant un rôle d'opéra, il faut faire en sorte que les gens ne vous voient pas. J'avais un bon exercice dans une classe de théâtre que je devais faire le texte que j'avais avec mon dos au public dans un coin. Il m'a dit, parce qu'il a dit, ah oui, toi, c'est facile, tu viens, tu es charmant, tu fais... Je dis, mais non, tu vas dans le coin, tourner le dos, et là, je veux sentir toute l'émotion. Et là, c'était un exercice qui était formidable, parce que j'avais besoin juste de l'essentiel pour que ça arrivait là, derrière moi. Et je me souviens que quand j'étais étudiante à New York, j'ai dépensé tout mon argent pour presque un mois pour aller à l'opéra pour voir Roméo et Juliette avec Nureyev et Margot Fontaine. Parce que je ne voulais pas le voir d'en haut, où j'avais l'habitude d'être pour les opéras, mais dans l'orchestre. Les deux étaient extraordinaires, mais je me souviens de lui, il avait fait une scène où il ne dansait pas, mais il était du dos. Une telle énergie que je ne pouvais regarder que lui. Et tous les autres qui dansaient, qui sautaient autour, il avait juste Nureyev que je regardais de dos. Parce qu'il était présent dans son personnage, tellement il était présent qu'il n'avait même pas besoin de danser. Et voilà, il faut trouver la possibilité de faire ça avec la voix, avec les paroles, avec aussi le rythme, parce que si vous utilisez le rythme, vous n'avez pas besoin de forcer la voix, parce que tout est là dans le rythme. Il faut être très exigeant. Je dis des fois, les chanteurs ne sont pas si exigeants avec le rythme. Bon, voilà, la note aiguë, on tient aussi longtemps qu'on peut. Mais non, il faut être vraiment très strict, très rigoureux. Mais il faut avoir les deux. Bon, je crois qu'il n'en peut pas juste faire le jeu sans avoir la voix. Dans ce cas-là, il faut aller faire le théâtre. Mais si on va à l'opéra, la voix, la musique est très, très important. Mais le mariage entre les deux, c'est vraiment parfait. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a encore des questions. Bonjour Madame Hendrix. Chloé Jureiro, harpiste et chanteuse, étudiante en Sorbonne en licence 3. D'après vous, est-ce qu'un chanteur ou une chanteuse doit pouvoir être polyvalent autant en lead et mélodie et en opéra? Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Pour moi, j'avais envie de chanter le récital, la musique de Fauré et l'opéra, mais je ne pouvais pas vivre que de l'opéra.
Oui, j'étais triste. Je sais pas, on peut pas, si on peut manger toujours la même chose tous les jours, ah ouais, bah, maman, je peux pas, je suis gourmande, j'aime changer un peu les plats et essayer quelque chose. Mais c'est enrichissant de chanter le récital, vous aide à faire l'opéra, comme je l'ai dit, sans criant, en chuchotant, vraiment. Et c'est ça qui aussi qui protège la voix. Mais si vous pouvez faire avec un lied de Schubert, tout qui est là-dedans qui dure 3 minutes, les airs d'opéra, c'est rien de tout. Voilà. Et parce que moi, j'ai remarqué quand j'étais avec mes collègues qui faisaient que l'opéra, qui ne chantaient pas pendant les répétitions. Moi, je chantais toutes les répétitions. Parce qu'un opéra, c'est quoi? C'est une demi-heure de musique. Mimi, c'est rien à côté d'un récital de 2 heures. Et bon, pour moi, l'opéra, tu m'as dit, ah ben maintenant, mais j'ai mon air. Je dis, mais voilà, bon, j'ai chanté 2 fois, 3 fois. Parce que même de chanter le rôle 3 fois, ce n'était pas un récital. Et cette intensité qu'il faut mettre, toute cette histoire dans 3 minutes, je crois que c'est enrichissant, même si vous ne faites pas sur scène. Mais il faut je crois qu'il faut utiliser tout ce que vous pouvez pour être, je dis, un artiste aussi complète que possible. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est indispensable pour une chanteuse... C'est à toi de demander maintenant? Oui, c'est prévu dans le... Ah, c'est prévu, d'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est indispensable pour une chanteuse de d'abord se faire connaître sur une scène d'opéra pour après ça avoir quelque part la liberté de pouvoir faire non, des mais récitals? je dis, le problème aujourd'hui, c'est qu'il a très peu de possibilités pour les jeunes de faire des récitals. Quand j'avais commencé, j'avais mes agents qui m'ont dit, ah oui, on ne peut pas faire carrière comme en récital, en faisant la musique de concert, il faut faire l'opéra. Je dis, mais oui, j'aime l'opéra, j'adore l'opéra, mais je ne peux pas juste chanter l'opéra. Je dis, mais c'est ça que je fais bien et que j'aime. Mais j'ai eu de la chance. Je sais que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Il y a très peu d'organisations qui font les récitals. Et quand ils font les récitals, ce n'est jamais avec les jeunes. C'est très, très difficile de faire ce métier si on a envie de faire cette musique de chambre aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore des questions de nos étudiants? Et donc, du coup, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, une jeune ou un jeune qui veut faire plutôt de la mélodie et du lead, ça reste possible? Oui, ça reste possible, mais beaucoup plus difficile que quand je commençais. Quand j'ai commencé ici à Paris, on peut entendre dans une saison une dizaine des meilleurs artistes du monde qui faisaient des récitals. Je dis, ben là, Christa Ludwig, il avait Fassband. Moi, j'ai entendu Elizabeth Schwarzkopf et Victoria de Los Angeles. Mais une dizaine de récitals pendant l'année à Paris. Je crois qu'il faut chercher. Comme je ne fais pas le récital cette année, probablement, il n'y en aura pas. Non, mais je dis, voilà, moi, je continuais de faire le récital parce que j'avais mon public avec moi. Et ce n'est pas parce que les promoteurs, ils aimaient tellement le récital, mais ils voulaient que la salle était pleine, quoi. Et voilà, ils étaient contents d'accepter. Mais au lieu d'engager des jeunes à côté de moi, et parce que moi, je ne peux pas faire vivre ce genre de musique toute seule. Moi, j'ai besoin d'avoir des collègues qui chantent aussi, qui a plusieurs récitals aussi pour avoir un public. Oui, moi, je crois que c'est une période difficile pour le lead et pour le récital. Merci. Mais il faut continuer de le faire, de l'étudier et de le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de... Non, voilà. Alors on va passer aux questions du public. Mais les étudiants, ça va? Vous avez vos réponses? Ok, très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot partage pour vous? Le partage, oui, bon, je voulais revenir parce que c'est le mot de tous ces 3 jours. Le partage, c'est ce besoin qu'on a de communiquer les uns et les autres. Et bon, la musique, c'est facile pour ça. Mais maintenant, on habite dans une société où on pense qu'on peut
avoir ce partage, cette communion, en restant seul à la maison devant un écran. Et c'est ça pour moi, oui, c'est formidable pour apprendre, pour faire les recherches, mais pour avoir ce sens de partage qui se passe quand nous sommes ensemble dans une salle, en écoutant un concert ou même en regardant un film. C'est des moments uniques qu'on fait ensemble, qui est une nécessité pour l'être humain. Nous sommes les êtres sociaux, on a besoin de partager, d'être communion, d'avoir des conversations ensemble. Et qui, moi, comme je dis, j'ai mon label de disques, mais il n'y a pas un de mes disques qui peut concrétiser vraiment un concert live, avec toutes les imperfections, avec toutes les choses qui peuvent arriver, parce que c'est unique pour moi d'avoir le public en face de moi qui écoute, qui reçoit la musique, tous différemment. Et c'est ces moments uniques que je crois qu'ils sont nécessaires pour nous. Parce que sinon, nous sommes seuls, isolés, on devient vraiment barbare. On voit quand ils font la recherche sur les souris, quand ils deviennent vraiment agressifs, et quand ils sont isolés, quand il n'y a personne qui les touche, on se touche les uns les autres en partageant la musique ensemble. Il y a d'autres partages, mais comme moi je suis ici pour parler de la partage dans la musique, c'est quelque chose d'une force. Moi je le sens pendant un concert, des secondes où le public écoute avec une seule oreille, que nous sommes unis pour juste ces parties d'une seconde. Et moi je crois que là où on entend la musique, dans ce moment-là, c'est de cet endroit d'où est venue la Déclaration universelle des droits humains. C'est de cet endroit qu'on partage, qui nous rappelle juste un peu qu'on fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Merci. Monsieur. Merci, je vais vous poser une question très difficile. Pour moi, la voix, c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus archaïque, et ça submerge l'émotion. Voilà, on pleure. Comment expliquez-vous que la voix aussi, ça donne des chants guerriers pour tuer, et que les gens deviennent fous simplement par la musique et oublient tout? Alors, je ne sais pas. Oui, parce que nous sommes capables de tout, les hauts et les bas. C'est ça qui, je crois, qui est notre tâche ici, c'est d'aller sur le bon chemin. Mais ça, ce n'est pas le plus facile. L'autre est plus facile. Et je crois que chacun doit vraiment assumer cette tâche, doit aller vers la lumière et pas dans l'autre direction. Et la voix, oui, la voix peut apporter beaucoup de choses. Je dis, mais quand je chante, je me mets moi derrière le compositeur. Je ne passe pas mon message à moi. Même que ça peut être un message qui me touche, mais je dis, mais je ne suis pas assez... je n'ai pas au niveau de génie d'un Mozart pour vouloir dire quel est son message qu'il faut passer. Moi, je dois être vraiment l'instrument par lequel la musique passe. Bien sûr, ça passe par mes expériences, par ma vie, par la personne qui je suis, mais ce n'est pas mon message, ça ne m'appartient pas. Et je crois que quand ça sort comme ça, c'est à chacun de prendre ce qui est le message dans la musique d'un Mozart, par exemple. Mais je crois qu'on a moi, j'ai vu ça quand je suis allée... quand j'ai commencé au HCR, c'était en Zambie avec les réfugiés de la Namibie, de Mozambique. J'étais avec les réfugiés de la Cambodge. Les conflits avaient terminé. Mais c'est quand je suis allée
visiter, voir les réfugiés de Rwanda, que c'était tellement difficile pour moi de comprendre quelle est la ligne qu'il faut traverser pour tuer quelqu'un qui est si près. Oui, je peux comprendre quelqu'un qui est dans un avion, qui laisse tomber les bombes, il ne voit pas les gens, il n'entend pas les cris. Mais quelle est est-ce que c'est facile de traverser cette ligne? Et malheureusement, la réponse est oui. C'est beaucoup plus facile qu'on peut penser. Et moi, j'étais là parce que moi, je suis allée parler en Rwanda de messages de réconciliation, la paix, l'avenir. Et bon, il avait une dame, j'avais une rencontre avec un groupe de femmes. Et il y avait une qui m'a raconté l'histoire de son voisin. C'était une famille de 4 enfants. C'était un Hutu qui était marié à un Tutsi. Et le monsieur Hutu, il avait tué sa femme et 2 de ses enfants. Et voilà, on se demande, oui, nous sommes capables de tout, mais nous sommes aussi capables d'aller vers la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, monsieur? Bonjour madame, Lionel Favier. Vous avez dit quelque chose de très fort à propos de la Déclaration des droits de l'homme. Et effectivement, le partage de ce que le corps ressent au plus profond de lui-même, de cette intimité avec la musique, peut construire quelque chose de très fort et peut justement toucher au fondement du vivre ensemble. Et ce que je voulais vous demander, c'est tout à l'heure, vous avez trouvé une belle image avec la musique de Herbert von Karajan en parlant de sculpture coloriste. Est-ce que vous vous ressourcez également, pas seulement au contact avec la nature, bien entendu, mais est-ce que vous vous ressourcez dans le rapprochement entre les différentes formes d'expression artistique pour retrouver ce langage intime qui permet justement d'arriver à ce fondement du vivre ensemble? Oui, moi, comme artiste, c'est quelque chose aussi que j'ai appris de Jenny Turrell qui m'a toujours inspirée d'aller au théâtre, musée, de regarder, d'être inspirée par les autres, par d'autres formes d'art. Et que c'est quelque chose d'une richesse si on a la possibilité de faire ça, mais si on n'a pas, tout se trouve dans la nature. La perfection de la nature. Moi, je regarde... j'ai un arbre chez moi et chaque année, c'est la même chose. Au printemps, il a des feuilles qui viennent, mais et des fois, je me réveille et je dis, mais c'était pas là hier. Et là, maintenant, les couleurs changent et les feuilles tombent par terre. Et ça va recommencer. Et même avec toutes les bêtises que nous on fait ici sur cette terre, si on ne détruit pas tous les arbres, ça va faire ça jusqu'à la fin du temps. Et la beauté dans tout ça est quelque chose d'extraordinaire et ça se trouve dans la littérature, dans la peinture. Et je crois une chose aussi qu'elle m'a dit, Jenny Turrell a dit, mais nous sommes un réservoir, il faut avoir toutes les expériences qu'on peut, il faut toucher tout, il faut être curieuse. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Moi, on a la chance d'avoir un héritage culturel si riche ici. Mais c'est dommage qu'on ne trouve pas que c'est assez important pour l'enseigner à nos enfants à l'école. C'est vraiment dommage qu'un enfant puisse arriver à l'âge de 20 ans sans avoir la moindre idée de son propre héritage culturel. Ça ne veut pas dire que chaque enfant doit aimer écouter Mozart ou Schubert tout le temps, mais de ne pas savoir que ça existe, je crois que c'est criminel.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Je me demandais si dans vos responsabilités au HCR ou à d'autres titres, vous avez pu contribuer à des politiques en matière de politique ou action pour la musique ou autour de la musique, ou si directement, ou si on vous avait consulté dans cette optique-là. Bon, en ce qui concerne les réfugiés, moi, je ne chante pas dans les camps de réfugiés, des fois pour les enfants, parce que les enfants, normalement, ils préparent quelque chose, ils chantent pour moi, et je fais quelque chose d'impromptu, on chante un peu. Mais ils font la musique dans les camps de réfugiés. Ils ont des musiciens, parce que les réfugiés sont tout le monde, les gens qui sont forcés de fuir. Mais ils continuaient de jouer, de chanter, de faire la peinture, de faire ce qu'ils auraient fait s'ils sont restés à la maison. Moi, je n'ai pas besoin de soutenir ça parce qu'eux, ils ont un tel besoin de continuer. La raison que je suis allée à Sarajevo, c'est parce que l'orchestre m'a dit notre seule possibilité de résister l'absurdité de cette guerre, c'est de continuer d'essayer de jouer des concerts et de répéter la musique. Et moi, je suis allée pour soutenir, je dis, cette résistance contre la guerre par la musique. Mais en général, le travail que je fais avec comme je dis, l'HCR, nous sommes une organisation d'urgence. Bon, il n'a pas la place pour les concerts, mais des fois, j'ai la chance d'écouter les musiciens réfugiés qui jouent pour nous. Est-ce qu'il y a une autre question? Un instant, attendez le micro. Le souci, quand on veut démarrer dans la vie artistique, c'est souvent les premières expériences. Comment est-ce que vous avez été lancé, en quelque sorte, pour les premiers contrats? Parce que vraiment, ça ne se démarre pas. Bon, avant de terminer mes études à la Juilliard School, je devais chanter dans l'opéra de Mozart, La Flûte enchantée, le rôle principal de Pamina. Mais ils ont changé, je ne sais pas si c'était le chef, le metteur en scène, et finalement, non, ils ont décidé, non, toi, tu vas chanter la première dame, qui n'était pas le rôle principal. Je n'étais pas très contente, je dis OK. Voilà, quelques semaines avant la première, le metteur en scène vient et m'a dit, ma chère Barbara, tu sais, la fille qui chante le premier garçon, elle a un problème d'intonation, et comme on sait que ton intonation est parfaite, est-ce que tu acceptes de chanter le premier garçon? Je dis, vraiment? Après, il va me demander de chanter Sarastro, non? Et bon, j'ai dit, OK, j'apprends le rôle, je devais changer le costume, et là, premier garçon. Mais dans la salle était un monsieur qui était un agent pour la plus grande agence de New York, Columbia Artist Management, et qui m'avait engagé en m'écoutant en premier garçon. Et ça veut dire que quand j'ai terminé mes études, j'avais déjà un agent. Et à l'époque, comme les choses fait, on avait fait des auditions. Quand les grands chefs venaient à New York avec leurs orchestres pour faire une tournée aux États-Unis, ils ont organisé des auditions. Et c'est là où j'ai fait l'audition la première fois pour Herbert von Karajan, pour George Solti, pour Daniel Barenboim, qui m'a emmené à Paris pour la première fois pour chanter avec lui, enregistrer Debussy. Et ça a commencé un peu comme ça, mais ce n'était pas un overnight success, non, pas du tout. C'était, j'avais quelques mois et j'avais besoin de ça m'a pris des fois 2 mois pour apprendre une partition. Et parce que toutes les langues, pour moi, tout était nouveau. Pour apprendre un opéra, pour être sûr que la langue était bien pour un récital, je luttais contre la langue, contre l'allemand pendant des années. Parce que, non mais c'était... Et je me souviens une fois, je suis arrivée, je fais un concert à New York, et je dis, mais voilà, mes muscles ne luttent plus avec la langue. Je crois que maintenant, je chante l'allemand bien.
Parce qu'avant, c'était vraiment une lutte pour placer le temps. Et comme je suis perfectionniste, je voulais que c'était absolument, qu'il avait une différence entre les haies qui étaient fermées et qui étaient ouvertes. Mais ça m'a pris du temps pour ça. Et j'étais frustrée parce que moi, je voulais être là où je suis aujourd'hui. À 30 ans. Et je savais que ce n'était pas possible, que je devais passer, avoir donné le temps pour évoluer. C'était très frustrant pour moi. Mais c'est arrivé lentement. Ce n'était pas vraiment que d'un jour à l'autre, j'étais connue partout, heureusement. J'ai eu de la chance pour pouvoir évoluer. Je crois que si je commençais aujourd'hui à 25 ans, je ne sais pas si j'aurais pu avoir 40 ans de carrière, parce que les jeunes il prend les jeunes talents, il les presse comme des citrons et les jette. Ça veut dire que d'arriver d'avoir la voix toujours, une santé de voix, et d'avoir 40 ans de vécu, c'est un énorme plaisir d'avoir vécu avec un livre de Schubert que j'avais chanté quand j'avais 25 ans, que je peux toujours chanter aujourd'hui, mais avec beaucoup plus vécu. Mais ça, j'ai eu la chance que ça a commencé, mais vraiment, j'ai déjà eu assez de succès pour ne pas être découragée, mais pas trop de succès pour perdre un peu mon équilibre. Voilà. Autre question? Non. Non. Quels sont les... Oui, là, monsieur là. Il y a un monsieur là qui sera le dernier. Merci. Madame, trouvez-vous le temps d'enseigner la musique et d'aider d'autres artistes à émerger? Je ne suis pas professeur de chant parce que moi, je dis toujours, moi, je ne connais rien du tout de chant, moi. Comment chanter? Aucune idée. Non, mais je ne peux pas enseigner quelqu'un à chanter. Mais je fais les masterclass où je parle de la musique, de comment faire, de prendre une partition et de faire quelque chose de vivant d'une partition. Mais d'enchanter la technique du chant, non. Et en plus, j'ai toujours mes enfants qui commencent un peu leur vie et depuis 2 semaines, je suis grand-mère. Ah oui, c'est formidable. Et c'est aussi une des raisons que j'écris ce livre, parce que moi, j'ai reçu beaucoup des gens, j'ai reçu une tradition et que j'ai une responsabilité de le passer. Peut-être plus tard, je peux enseigner, mais comme la technique n'a jamais, c'est pas quelque chose... moi, je ne peux pas dire que je n'ai pas de technique, parce que ce n'est pas vrai, mais c'est tellement personnel que je ne crois pas que je peux l'enseigner en disant, voilà, quand vous chantez cette note-là, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment entendu, il faut penser que vous avez un concombre entre les oreilles. Je dis, voilà, moi je ne crois pas que je peux être professeur de chant, mais essayer de travailler avec les jeunes musiciens qui ont déjà arrivé à un certain stade, quand on va faire la musique. Parce que c'est ça qu'elle avait fait avec Marjane Turrell. On n'aimait pas du tout faire les gammes, on trouvait ça vraiment, la barbe. Il m'a dit, quand j'arrivais pour un leçon, je dis, tu as chauffé la voix? Je dis, non, pas vraiment. Il dit, OK, on va faire 5 minutes. Mais c'était la partition. Nous, on aimait vraiment attaquer la musique pour commencer de chanter. Et si j'avais un problème, quelque chose qui ne marchait pas, là, elle avait arrêté et on avait travaillé un peu la technique pour pouvoir arriver à ce que le compositeur demandait. Mais moi, je fais les masterclass et j'aimerais, je crois que maintenant, je vais m'occuper de mon petit-fils. Barbara Hendricks, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Merci beaucoup d'avoir partagé ces moments. Oui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier.